plaisir à l'adulte, qu'il n'y a pas trop de stimulation, et c'est pas du tout la même chose, ça reste une situation de test artificielle. C'est pas la même chose que d'être en classe avec 25 enfants autour, voilà, devoir répondre à des consignes, voilà. D'accord ? Alors, comment ça se déroule ? Il y a toujours un premier contact téléphonique. Alors là, c'est le parent qui appelle. Et là, moi, je vais évaluer la demande. Ça peut durer, cet entretien, ce contact téléphonique, ça va au-delà d'une prise de rendez-vous. Hein. Moi, je n'ai pas de secrétaire, donc quand on m'appelle, c'est moi qui décroche. Et des fois, ça peut prendre 20 minutes, parce que parfois, on oriente un enfant, et c'est pas le moment de faire un bilan. Enfin, c'est juste, ça ne va servir à rien, quoi. Donc, ça ne sert à rien de faire perdre du temps, de l'argent aux gens. J'ai suffisamment de travail, j'ai pas besoin de remplir mes rendez-vous. Donc dans ces cas-là, voilà, il y a vraiment un temps pour moi qui est l'évaluation de la demande. Ensuite, on va passer, donc à partir du moment où la personne a un rendez-vous, on va commencer par un entretien d'anamnèse qui va durer environ 45 à 60 minutes. Donc là, on reprend l'histoire de l'enfant, son développement psychomoteur. Comment ça se passe à l'heure actuelle à la maison, comment ça se passe à l'école, son histoire scolaire aussi, parce que c'est quand même des loulous qui ont des sacrées histoires scolaires. Donc on prend pas mal de temps pour ça, pour savoir voilà, où on en est aujourd'hui. Ensuite, on passe sur une phase d'évaluation qui dure au minimum 1h15 jusqu'à, ça peut aller un peu plus long. Alors c'est pas défilé, hein, je suis pas tortionnaire. C'est d'abord une première évaluation, c'est le WISC, enfin le WISC ou la WEPSI, donc c'est les échelles de Wechsler. Éventuellement un KBC2. Là, on teste en fait, on fait un bilan cognitif pour voir un peu l'efficience intellectuelle de l'enfant. Et pour nous, neuropsy, c'est un examen de débrouillage où on va pouvoir ensuite formuler différentes hypothèses sur le fonctionnement et ensuite aller creuser par des épreuves neuropsychologiques. D'accord ? Voilà. Donc après, il y a différents outils, enfin, je les ai notés, mais je ne vais pas... Voilà, avec des choses que vous connaissez déjà peut-être, enfin les professionnels connaissent peut-être. Ce qui est super important aussi, c'est l'utilisation des questionnaires, parce que, encore une fois, les enfants, pendant les tests, ils arrivent parfois à se mobiliser, à rester attentifs. Et donc, on a un panel aussi maintenant, de plus en plus, on utilise des questionnaires, alors qu'on va faire passer à l'enseignant et aux parents. Alors, par exemple, la brief, c'est un questionnaire, il y a 84 questions, d'accord ? Alors, ça ne prend pas 3 heures à remplir, hein. C'est un comportement, et dire si c'est souvent, jamais, ou parfois présent. D'accord ? Et ça va nous permettre d'avoir en fait une vision de comment ça se passe à l'école et à la maison. Parce que si je me fie encore une fois, si je me fie qu'au test, parfois je pourrais passer à côté de plein de choses. Et souvent, notamment chez les enfants qui ont un bon niveau cognitif, eh bien, il y a vraiment un gros décalage entre ce qui ressort dans les questionnaires et les résultats au test. Ensuite, commence pour moi une phase d'analyse et de rédaction. Donc les professionnels qui sont là peuvent en témoigner. C'est une phase qui dure assez longtemps, plusieurs heures parfois. Voilà. Donc là, ça ne concerne pas l'enfant et la famille, mais bon, je l'ai mis quand même parce que c'est quand même assez long. Ça peut durer parfois entre 3 et 5 heures de travail qui ne sera pas rémunéré. Ensuite, on a une phase de restitution. Donc moi, ça n'arrive jamais que j'envoie un compte-rendu à une famille. Écrit, hein. Donc déjà, j'écris toujours un compte-rendu, mais ça ne peut pas arriver que je l'envoie comme ça et que les gens se débrouillent. Non, je rencontre la famille, je lui explique ce qu'on a fait, je lui explique les résultats, et puis je lui remets le compte-rendu écrit avec des préconisations. D'accord ? Donc ces préconisations, ça peut être d'aller... Alors des fois, quand j'arrive en première intention, que l'enfant commence par le bilan neuropsy, ça va peut-être d'aller approfondir chez d'autres professionnels. Ça peut être d'aller rencontrer un médecin neuropédiatre parce que j'estime qu'on a suffisamment d'éléments pour aller poser un diagnostic. Ça peut être en termes de prise en charge, d'accompagnement, ou d'adaptation pédagogique. D'accord ? Quand on est sûr du diagnostic, ensuite on peut fournir des adaptations pédagogiques pour l'enseignant, sachant que s'il est déjà suivi en psychomote ou en ergo, c'est une ergo, pour moi c'est le job de l'ergo que d'aller fournir ces adaptations pédagogiques, c'est pas mon travail. D'accord ? Je peux amener des choses en termes de problèmes de troubles attentionnels, des conseils, mais voilà. Après, moi, je respecte beaucoup, j'essaie de respecter le travail des autres, quoi. Voilà. Alors, donc ça, c'est le bilan, et après. Parce que souvent, on pense que le neuropsy, c'est faire des bilans.
En fait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un bilan? Donc on réoriente bien sûr vers éventuellement d'autres professionnels. Mais il y a aussi tout un aspect qui n'est pas trop connu, c'est l'aspect de la remédiation. Donc c'est surtout là-dessus que je voulais insister auprès de vous aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait un camembert, mais en fait, je me suis dit que c'était nul d'avoir fait un camembert. Vous voyez peut-être pas en plus ce qu'il y a dessus. Ben voilà. Donc c'est surtout qu'en fait, parce que le camembert, c'est pas ce qu'il fallait pour représenter ça. Parce qu'en fait, chaque partie, mais je vais vous les redétailler, en fait, s'entrecroise, se chevauche, c'est pas séparé en fait. D'accord? Donc, le premier aspect du travail, ça va être de travailler au niveau de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que quand on a fait un bilan, on se doit d'informer l'enfant, ses parents, sur les troubles qu'on a pu repérer. D'accord? Ça va lui permettre de lui apporter des clés sur son fonctionnement. Et pour moi, c'est un prérequis un meilleur investissement de l'accompagnement. Quand je vais accompagner l'enfant en remédiation, pour moi, un enfant qui vient me voir, il ne peut pas sortir du cabinet et dire avec Laurent, j'ai fait des jeux, quoi. Non. C'est sûr qu'on a fait des jeux, mais pourquoi on a fait des jeux? Et pourquoi tu viens me voir? Parce que... Et moi, attention, j'ai un problème d'inhibition. Il faut que j'apprenne à contrôler ça. Parce que s'il vient me voir, ou s'il va voir l'ortho, ou s'il va voir la psychologue, ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qu'on va... Le trouble du neurodéveloppement, il va l'avoir toute sa vie. Donc il faut absolument qu'il puisse comprendre quel est son trouble, quelles vont être les répercussions pour lui. Voilà, donc ça c'est de l'éducation thérapeutique. Donc là je me suis appuyée sur des visuels qui ont été créés par Laura Bertleff, qui est neuropsychologue en Belgique. Si vous voulez faire, pour les professionnels, si vous voulez vous former à la métacognition, voilà, formez-vous auprès de Laura Bertleff, c'est génialissime. Voilà. Donc là je lui ai pris, je lui ai emprunté du coup ces visuels. Par exemple, voilà, alors à chaque fois, parce que je ne vous ai pas dit, donc je vais faire les différents volets là, du camembert. Je vais à chaque fois vous définir grosso modo ce de quoi je parle. Et puis ensuite, j'essaierai de vous donner un exemple concret de comment je vais travailler les visuels que je vais utiliser pour travailler l'éducation thérapeutique. Mais ça n'est que une toute petite portion de ce que je peux faire. C'est pas du tout... voilà, là j'ai 30 minutes. Je ne sais même pas si je vais réussir en 30 minutes. Mais du coup, c'est vraiment qu'une petite... voilà, c'est pas la seule chose que je vais proposer en éducation thérapeutique. D'accord? Donc par exemple, ça c'est important aussi pour les parents. Les courbes, là, vous voyez ou pas du tout? Vous voyez très bien. Donc sur les courbes, en fait, on explique aux parents, voilà, ça c'est la progression, les progrès que la rouge, ce sont les progrès, le progrès que va faire l'enfant l'enfant typique en fait. En violet, en bas, en bleu, on voit la courbe de l'enfant qui aurait un trouble mais sans prise en charge. D'accord. En jaune, on a l'enfant qui a juste un retard, et parfois quand on prend les enfants assez tôt, on ne sait pas en fait si on va être, tout de suite si on va être dans un trouble, dans un retard. Et on espère qu'avec la prise en charge, on va réussir à faire que ce retard, que l'enfant récupère la courbe normale le plus rapidement possible. Et des fois on ne le sait pas, quand les enfants sont petits, on ne peut pas toujours s'en rendre compte. Voilà. Et puis le développement d'un enfant, envers le développement d'un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, mais qui a une prise en charge. Donc on voit qu'en fait il va continuer à progresser grâce à la prise en charge, et surtout grâce aux adaptations qu'on va peut-être pouvoir mettre en place, mais le décalage, et ça c'est important que les parents sachent ça, quand ils viennent nous voir en tant que professionnels, c'est qu'ils ne vont pas récupérer une courbe normale, parce que le trouble du neurodéveloppement, il est là pour toute la vie. Les parents ils disent, à un moment donné, il va rattraper son retard. Non, il va apprendre à faire avec. Et nous, on est là pour l'aider là-dedans. D'accord? Donc ça, c'est hyper important, parce que sinon, les parents, ils se mettent dans une attente. Et puis avec des prises en charge qui n'en terminent plus. Ça, c'est important aussi, l'iceberg des apprentissages, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les parents, ça, c'est le motif de consultation en bas. Ils viennent consulter parce que l'enfant a du mal à écrire, a du mal à lire, a du mal à compter. Et en fait, le problème, il est sur les prérequis, il est en dessous. Hein, ça, c'est le motif, c'est la conséquence, en fait. Mais en dessous, il y a les troubles des fonctions il y a les fonctions exécutives, il y a l'attention, il y a les émotions. Parce que pour apprendre, il faut aussi avoir envie, il faut avoir une motivation. Il y a les prérequis, c'est les liens, la capacité que l'enfant a à faire des liens, et puis le langage. Donc souvent, en fait, on va rééduquer de l'écriture, ou on va rééduquer
psychomates, mais en fait, les prérequis ne sont pas là. D'accord? Donc nous, en tant que neuropsy, on va beaucoup s'intéresser aux fonctions fonctions exécutives et attentionnelles. Un autre moyen aussi de faire de l'éducation thérapeutique, bah, il existe plein de supports aussi maintenant. Donc moi, ça c'est des petits bouquins que je prête ou que je conseille. Alors je les prête quand les parents n'ont pas forcément les moyens de les acheter. Mais sinon, voilà, je conseille de les acheter parce que c'est super aussi pour les autres enfants de la fratrie. Quand il y a un TDAH, les frères et sœurs, ils morflent. Et souvent, on ne les prend pas forcément en compte. Et de faire comprendre ce que c'est qu'un TDAH à la grande sœur ou au petit frère, ça peut être bien. Voilà, et puis il y a les petites vidéos d'Adrien Ononce, je ne sais pas si vous les connaissez. Petites vidéos comme ça, un petit peu naïves sur tous les troubles 10. Donc ça, c'est super sympa aussi. Alors, je vais essayer de vous expliquer très simplement ce que sont les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives sont les fonctions qui interviennent dans les tâches non routinières et nouvelles. C'est les fonctions supérieures, d'accord, qui vont vous permettre de vous adapter. Alors il y en a plusieurs, j'ai mis les principales. Il y a l'initiation, c'est la capacité à débuter une tâche, c'est se mettre en route, d'accord. Il y a l'inhibition, ça je vais en reparler pas mal. L'inhibition, c'est celle qui est hyper importante, l'inhibition, parce que c'est ce qui nous permet de nous filtrer, c'est-à-dire de ne pas dire ce qu'on pense, par exemple, de ne pas dire ce qu'on pense, de mettre un stop à sa bouche, je vous expliquerai après. Il y a des enfants qui n'ont pas de filtre, et puis qui vous disent des trucs des fois. Voilà. Alors, jusqu'à 4 ans, ça passe, mais après, vers 8-9 ans, c'est quand même un petit peu embêtant, par exemple, de dire bonjour à tout le monde dans la rue. D'accord ? Il y a la capacité aussi à se freiner. Alors les enfants, vous connaissez tous des enfants hyper impulsifs, d'accord ? Donc un trouble de l'inhibition, donc il va falloir les aider à développer ce frein. Et ensuite, c'est la capacité aussi à résister aux tentations. C'est ces enfants qui trifouillent, alors les professionnels, qui trifouillent tout là sur le bureau, vous avez rangé vos stylos, vos machins, puis vous êtes en train de leur parler, puis en fait, eux, ils en ont rien à foutre. Ils sont en train de manipuler en fait tout ce qu'il y a sur votre bureau. La flexibilité, c'est la capacité à changer de raisonnement ou de stratégie en cours de tâche. C'est-à-dire, je fais quelque chose, puis d'un seul coup, je me rends compte que c'est plus efficace. Est-ce que je vais réussir à changer, à modifier ça, parce que ça ne fonctionne pas, ou bien est-ce que il y a des enfants qui continuent toujours dans la même stratégie, même si, alors, l'exemple, par exemple, c'est quand en maths, on leur donne un problème avec un type d'opération, et puis on change de problème. Il faut adapter, changer de stratégie, mais continuer à utiliser les mêmes opérations. Alors qu'ils continuent à faire des fois alors qu'il fallait faire des plus. D'accord ? Donc ça, c'est souvent un manque de flexibilité. Du coup, pour être flexible, il faut d'abord savoir bien inhiber. Parce que quand vous devez changer de stratégie, il faut d'abord faire stop. C'est-à-dire, je continue, stop, je mets un stop, je me freine, je m'arrête. T'as compris ce que c'était que le stop, toi ? Ouais. Ok. La planification, tiens, on la détaille pas. Non, je vais vous dire que je vais vous expliquer quand même. Alors, hop. La planification, c'est quand je fais une tâche, quelles sont les étapes, quel va être le règlement, par exemple, une résolution de problème en mathématiques, étape par étape, d'accord ? Mais dans la vie de tous les jours, ça va être, je dois aller prendre ma douche. Chez certains enfants, ça va être compliqué. Quand on va prendre ta douche, est-ce qu'ils vont penser à préparer tout ce qu'il faut pour la douche ? Voilà. On sait que ça peut être gênant pour certains enfants. Voilà. La mémoire de travail, c'est la capacité qu'on a à garder en mémoire des informations, en mémoire à court terme des informations et à les manipuler mentalement. C'est une mémoire post-it. Imaginons, on met des informations sur un post-it, et puis comme ça, on peut les manipuler dans notre tête. Voilà. Donc, quand une tâche est automatisée, elle mobilise beaucoup les fonctions exécutives. Et le problème, c'est qu'avec les enfants qui ont un trouble neurodéveloppement, un trouble des apprentissages, c'est que, justement, les tâches, elles ne s'automatisent pas. Donc, du coup, ils sont toujours en train d'aller puiser dans les fonctions exécutives et dans l'attention. Et du coup, ils ne sont pas disponibles pour autre chose. Ils s'épuisent et puis ils ne peuvent pas faire autre chose en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu parler, de la double tâche. Donc, ce qu'on va chercher à faire pour ces enfants, c'est aussi de soulager la double tâche. Et pour moi, ça, c'est la mission principale de l'AVS, c'est soulager la double tâche. D'accord ? Voilà, qu'est-ce que je... Ah oui, du coup, juste une petite parenthèse, il faut différencier du coup un problème d'attention qui serait secondaire
un trouble des apprentissages lié à la double tâche, d'un TDAH qui, là où le problème d'attention serait primaire et toucherait un petit peu tous les secteurs, d'accord, c'est pas la même chose. Donc c'est aussi l'objectif du bilan de neuropsy, que de pouvoir faire la part des choses entre un trouble qui serait secondaire ou un trouble qui serait plutôt primaire. Alors, ensuite, on va proposer, comment on va faire. Alors, la métacognition, c'est un moyen, en fait, c'est de pouvoir développer chez l'enfant la capacité d'avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux. Donc, en fait, c'est lui faire prendre conscience de son propre fonctionnement cognitif par des mises en situation. Il faut que l'enfant puisse expérimenter ça, il faut qu'il soit dans une situation, puis qu'on puisse lui dire, bah là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Qu'est-ce qui est en train de travailler? Voilà. Pour pouvoir ensuite le contrôler, parce que si l'enfant ne prend pas conscience de ça, vous ne pouvez pas lui dire, bah, stop, arrête de toucher à ça, stop, enfin voilà. Non, il va falloir travailler sur l'aspect métacognitif, qu'il comprenne comment lui-même fonctionne. Et de manière à ce qu'il puisse ensuite développer, enrichir son répertoire de stratégies. Donc on explique à l'enfant qu'est-ce que l'attention, la mémoire. Alors là j'ai un petit film que vous connaissez peut-être déjà. C'est une partie de basket. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Bon, alors. Donc vous allez voir des joueurs de basket. Vous allez voir des joueurs de basket. Je vais vous demander d'être très très attentif parce que vous allez devoir compter le nombre de passes des joueuses en blanc. D'accord? C'est bon? On y va. Okay, donc on montre ça à l'enfant. Combien vous avez compté de passes? 16. D'accord. Vous avez vu le gorille? Donc il y a un gorille en fait. Sauf que quand je vous ai demandé de faire focus sur les joueurs en blanc, d'accord, vous n'avez pas vu le gorille. Parce que vous avez inhibé. Ok? Vous avez... Voilà. Et c'est ça. Et voilà. On montre ça à l'enfant, moi je le fais avec les enfants, et comme ça, ça me permet de leur expliquer ce que c'est que l'inhibition. Et ce que c'est que l'attention. Voilà, tu t'es tellement concentré sur les joueurs en blanc que tout ce qu'il y avait autour, tu ne l'as pas vu. Tu as réussi à l'inhiber. D'accord? Je vous le repasse, comme ça vous allez voir le gorille, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors maintenant, essayez de voir le gorille. Voilà. Vous l'avez loupé. Ok? Alors ça, forcément, ça marche qu'une fois. Ok, mais vous voyez en fait cette idée de mettre l'enfant en situation pour lui expliquer les choses. Qu'il vive les choses pour qu'on puisse vraiment ensuite lui expliquer, voilà, c'est ça l'attention, c'est ça l'inhibition. Ok? Et là, ça prend sens. Alors moi, alors après, il y a des tas de... Il y a un tas de matériel. Hein. Hop, attendez, je me suis... Voilà. On utilise beaucoup du coup la métaphore. Il y a du matériel. Alors par exemple, ici, je vous présente la méthode Reflecto. Il y a 8 personnages qui représentent les fonctions cognitives supérieures. Donc là, par exemple, il y a l'architecte qui va représenter la planification. Donc ça, c'est tout un programme qu'on va pouvoir utiliser avec l'enfant. Je pense qu'il faut avoir une bonne formation pour l'utiliser. Donc moi, j'ai acheté les bouquins, j'ai essayé de me plonger dedans, puis j'ai lâché l'affaire en fait. J'ai pas trop réussi. Du coup, ce que j'utilise, je vais encore faire sa pub, c'est le matériel de Laura Bertleff, parce qu'elle a créé du matériel, alors bien sûr qu'il faut acheter, hein, pour travailler la métacognition. Donc là, on voit par exemple, alors il y a des petits personnages. Alors ce qui est sympa, c'est qu'elle a créé 2 types de matériel, un matériel enfant, un matériel ado. Donc ça, c'est le matériel enfant. Donc on a Madame Loupe, là-bas tout au bout. Donc Madame Loupe, c'est l'attention visuelle, d'accord.
Il y a Madame Oreille, l'attention auditive, Madame Mémoire, on a Madame Bouche, si on a besoin de parler, on a Monsieur Chute, et on a surtout Monsieur Stop. D'accord? Et ça, je vais vous redétailler après. Et donc, quand on travaille avec l'enfant, quand je travaille avec l'enfant, alors soit sur un jeu, soit sur une activité, mais très souvent pendant la séance, je lui dis, bah, tiens, on va faire ça, ok. Et ben, tu vas me dire un petit peu quels sont ceux qui sont au boulot, qui travaillent, ou quels sont ceux qui sont en vacances. D'accord? Donc vous imaginez une tâche, et puis on dit à l'enfant, bah, est-ce que tu as besoin de Madame, de Madame Oreille? Est-ce que tu as besoin de Madame Loupe? Voilà. Et donc il va faire son petit classement. D'accord? Donc ça, souvent on le fait en amont d'une activité. Ou alors, après, on peut laisser faire l'enfant. Et puis, s'il y a eu un accident, s'il y a eu un problème, ensuite on revient dessus. Ben, comment ça se fait? Pourquoi tu t'es trompé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Notre élève qui n'a pas travaillé. Et le stop, elle vient le détailler avec ce qu'elle appelle le mandala du stop. Donc le stop, c'est l'inhibition. Donc très tôt, on apprend ça. L'enfant, il comprend que le stop, donc c'est se freiner. Où est-ce que tu dois mettre un frein? Et l'enfant, j'ai des petites pinces à linge, et il vient mettre un frein. Je vais devoir mettre un stop à ma bouche. Je vais devoir mettre un stop à mes jambes pour pas trop bouger. Ça dépend de l'activité, bien sûr. C'est un stop à ma main, un stop à mon outil scripteur pour pas écrire trop vite et puis peut-être faire des fautes, un stop à ma lecture parce que quand je lis trop vite, ben, j'oublie des choses et puis je me trouve dans la consigne. D'accord? Donc ça, voilà, c'est du matériel de métacognition. Enfin, moi, je l'utilise. Alors, après, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, mais ça, je vous en parlais, la question du transfert, de la généralisation, le stop, après, je peux leur faire le matériel et l'utiliser à la maison, par exemple pour les devoirs, avec les parents. Ça peut être transmis aussi à une AVS ou un enseignant. Laura Bertleff, elle est belge. Donc en Belgique, il y a une autre façon de voir les choses. Elle arrive à mettre ça dans des classes entières. D'accord? Parce que ça, on parle d'un enfant qui a un trouble, mais pour même un enfant qui n'a pas de trouble, un enfant neurotypique, savoir comment il fonctionne, travailler la métacognition, enfin, tous les enfants devraient avoir cette chance-là, quoi. Alors, ensuite, un autre aspect, ça va être la méthodologie et la gestion mentale. Donc, je reçois moi, beaucoup d'enfants en cabinet qui ont un trouble, un TDAH. Donc, c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés pour s'organiser dans leur travail. Et puis aussi, mais tous les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, aussi des difficultés pour mémoriser, pour apprendre. Donc, ça va être de proposer à ces enfants différentes méthodes et stratégies pour améliorer leur capacité d'apprentissage et de mémorisation. On va lui faire prendre conscience du fonctionnement de sa mémoire et puis donc des outils vraiment très concrets de ce que tu peux utiliser comme stratégie pour mémoriser. Et puis ensuite, il y a tout un versant conseil sur l'installation, alors pas l'installation au sens ergonomique, hein, mais là, voilà, quand tu vas faire, j'ai des enfants, qui ont un TDAH, ils font leurs devoirs devant la télé, pendant qu'il y a le petit frère et la petite sœur qui jouent derrière. Enfin, c'est pas possible. Donc déjà, voilà, comment tu vas épurer ton environnement pour pas avoir de tentation, mais pas les écrans sur le bureau, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis aussi dans la gestion des temps d'apprentissage. Donc on explique, mais vraiment, alors cela c'est sur des données, enfin c'est pas des choses que j'ai inventées, hein, c'est des choses qui viennent aussi de l'apport des neurosciences. Hein. D'accord, sur comment gérer les temps d'attention, les temps d'apprentissage. Et un petit visuel de Laura Bertleff qui nous rappelle qu'en fait, pour apprendre, pour mémoriser, le cerveau, ce qu'il adore, c'est qu'on fasse des liens, d'accord, des associations, et aussi que plus les liens sont inédits, avec de l'imagination, et mieux ça va fonctionner. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Donc là, c'est le moment où vous dites que j'ai complètement pété les plombs parce que je suis en train de vous montrer les photos des toilettes de ma maison. Voilà. Donc, j'ai pas mangé de concombre hallucinogène, je vous rassure. Alors, je vous explique. C'est la méthode des lieux. J'ai un petit garçon à la maison qui a une dyslexie, dysorthographie sévère. Et donc, il vient de passer en 6e et il doit apprendre l'anglais. Pour les enfants qui ont une dyslexie orthographique, c'est l'horreur. Parce qu'en plus, la prof veut qu'ils mémorisent aussi l'orthographe en anglais. Donc, je ne sais pas si on parle anglais. Donc, vous voyez ou pas l'enfant? Il devait apprendre ça, en fait. Entre autres. Il devait apprendre ça. Donc, c'est-à-dire que c'est... qu'est-ce que c'est quand on veut dire qu'est-ce que c'est en anglais? Ça dépend, on ne va pas utiliser les mêmes mots si l'objet est proche de nous, d'accord, ou s'il est éloigné.
Et ensuite, il y a un deuxième critère, c'est s'il n'y a qu'un objet ou s'il y en a plusieurs. D'accord? Donc à chaque fois, ça va changer. Et ce qui est difficile aussi pour les enfants, certains enfants dyslexiques, c'est de récupérer l'information verbale en mémoire. C'est-à-dire que ça mouline. Vous sentez quand vous demandez à ce type d'enfant, il a appris, mais quand il doit la récupérer en mémoire, c'est comme si vous étiez sur votre ordinateur puis que ça tournait. Hein, vous sentez que ça patine, quoi, ça vient pas. Ce qu'il n'arrive pas. Et donc là, avec cette méthode des lieux, on a la possibilité en fait, de créer des liens entre les choses et des liens un peu inédits qui du coup vont permettre à l'enfant de ne pas avoir recherché directement en mémoire déjà des informations verbales qui ne sont pas évidentes à récupérer pour lui, mais il va réactiver ensuite le lieu dans lequel il a appris l'information. D'accord? Donc là, avec mon fils, on s'est dit, bon, on va prendre le point dans ta chambre, on va prendre le point central. Enfin, on va dire que ta chambre, c'est le point central, donc c'est ce qui va être proche de toi. Donc du coup, ça nous permet d'encoder ces deux-là. D'accord? Et ensuite, donne-moi un lieu dans ta chambre où t'es proche et il n'y a qu'une seule chose. Ben, il me dit, mon lit, parce que quand je suis dans mon lit, je suis tout seul. Ok. Donc dans ton lit, on va écrire, on prend un post-it, on écrit vis. D'accord? Il l'écrit, il me l'épelle à l'endroit, il me l'épelle à l'envers. D'accord? Et on laisse le post-it. Ensuite, ok, dans ta chambre, où est-ce que tu vas apprendre où il y en a, où est-ce qu'il y a plusieurs en fait. Donc proche dans ta chambre, ok? Proche, mais il y en a plusieurs. Vise. Ben, c'est là où je mets dans ma bibliothèque, il y a plusieurs livres, donc je vais le mettre là. Donc toujours pareil, le post-it, on écrit, il réécrit, il n'est pas à l'endroit, il n'est pas à l'envers. Ok. Ensuite, on va s'éloigner de la chambre, puisqu'il faut qu'on apprenne ce qui est loin. Mais vous voyez, la différence avec un apprentissage plus classique, c'est que là, il n'a pas à rechercher le mot en mémoire, il a recherché un lieu. Et du coup, il a associé du visuel, d'accord, un lieu, il a une image, avec le mot. Et en 10 minutes, c'était fait. Et la veille, je l'avais laissé se débrouiller tout seul, il n'avait pas réussi. D'accord? Donc ensuite, on s'est éloigné, on a été dans la salle de bain, donc pour faire ces deux-là. Dans la salle de bain, où est-ce que tu vas être seul, enfin, sur les toilettes. C'est comme ça que vous retrouvez avec une photo des toilettes sur le PowerPoint. Et plusieurs, double vasque, on a mis vous. D'accord? Voilà. Et ça, c'est vraiment ça fonctionne du tonnerre. Parce qu'on a créé des liens, on a associé des choses qui ne sont pas associées d'habitude. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? Et justement, le cerveau, il adore ça, qu'on crée des liens inédits. Parce que du coup, chaque information, enfin, pour lui, ça devient beaucoup plus automatique de se dire, bon alors, tout seul et proche, c'était dans mon lit, avec quoi, j'ai mis quoi? Ouais, j'ai une vis. Ok? Voilà. Alors, j'ai encore un peu de temps? Ça, c'est une vieille technique d'orthophoniste. Non, mais ça fait travailler, en même temps la mémoire de travail et du coup, ça permet un meilleur encodage. Quand l'enfant s'est éplé à l'envers, vous êtes sûr qu'il sait vraiment. D'accord? Parce qu'il manipule l'information. Je le prends le temps. Hein. Ok. Merci. Ok, le dernier volet, c'est la généralisation en milieu écologique, parce que c'est bien la peine de travailler tout ça dans le cabinet, mais après il faut que l'enfant il en fasse quelque chose à la maison, parce que sinon ça sert à rien. Alors, très tôt, moi, les parents sont intégrés dans la prise en charge, ça n'existe pas des parents qui me déposent l'enfant puis qui viennent seulement le rechercher. Et il y a un temps à la fin de la séance qui prend quand même pas mal de temps, un quart d'heure, et parfois il y a même des séances, les séances de méthodologie dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la gestion mentale, sur des ados, je les fais avec les parents. Parce que je vais faire des exercices et je veux que les parents les fassent aussi pour qu'ils se rendent compte de... donc j'ai le papa et puis l'enfant, en ce moment, et puis je mets les parents dans la même situation. Ensuite, ils se rendent compte de ce qui facilite vraiment l'apprentissage. Et là, donc, du coup, très tôt dans la prise en charge, je propose aux parents d'être présents. Et puis, au début, on va se définir, en fait... on va rechercher des comportements qui peuvent poser problème parce que l'idée, encore une fois, c'est pas seulement d'améliorer les choses au sein de la séance et dans le cabinet, c'est de voir un peu comment ça va se répercuter dans la vie de tous les jours. Du coup, on va cibler ces comportements
Et pour chaque comportement, on va faire une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui se passe réellement, comment réagissent les parents au comportement de l'enfant. Quand on a un enfant qui a des troubles de l'attention, un trouble des fonctions exécutives, les parents vont avoir tendance à compenser ce trouble. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui a un problème de planification, pour que ça aille plus vite, le matin, le parent il va dire allez, vas-y, débarrasse la table. Maintenant tu te lèves. Va vous brosser tes dents. Et voilà, il répète tout ça. Oui, mais l'enfant, il ne peut pas développer lui-même la planification parce qu'il a ses fonctions exécutives qui sont externalisées dans le cerveau de la mère. D'accord? Pareil pour le stop. Touche pas à ça, fais pas ça, bouge pas, te lève pas. Voilà, le stop, il est dans le cerveau de la maman. D'accord? Donc ça, il faut en faire prendre conscience aussi aux parents. C'est pas facile, hein, ils font pas ça, ils font pas exprès, mais à un moment donné, ils sont bien obligés de compenser quelque chose. Donc voilà, on fait prendre conscience aussi aux parents que parfois leur comportement va renforcer en fait le trouble de l'enfant. Donc il va falloir voir les choses un peu différemment. Ensuite, on va faire une hiérarchie. D'accord? Donc en fait, moi j'écris chaque objectif sur un post-it. Donc les parents me disent, et puis l'enfant aussi, hein, des fois l'enfant a des idées, toc toc, on écrit ça sur les post-it, et puis après on se met d'accord sur une hiérarchie, du plus facile au plus difficile, donc on les classe. C'est la métaphore de l'escalier aussi, on explique, on ne va pas travailler un truc super compliqué, parce qu'on va se casser la figure, donc on va monter marche par marche, pour être sûr de notre coup. Les objectifs qu'on se fixe, il faut veiller à ce qu'ils soient SMART compatibles. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. C'est-à-dire que si les parents me disent je veux qu'il n'est pas organisé, je veux qu'il soit mieux organisé, ça c'est pas spécifique. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi mieux organisé? C'est comme quand je dis je veux qu'il soit plus sage. Ça veut rien dire. Donc par contre, peut-être que être mieux organisé, ça veut dire ou alors je voudrais qu'il sache s'habiller seul, faut vraiment le rendre vraiment plus spécifique. Peut-être que s'habiller seul au début, ce sera trop compliqué, mais ce sera peut-être juste mettre son t-shirt, par exemple, ou autre chose. D'accord? Voilà. Ensuite, pour rendre le tout un peu plus fun, on va donner un nom de mission à chaque objectif. Donc ça peut, alors c'est les enfants qui inventent, pâte à poilette, crocambule, mission dodo, d'accord? Et ensuite, moi, je vais élaborer un plan avec l'enfant. C'est-à-dire, pour faire ta mission rate à poilette, qui va être par exemple de s'habiller le matin ou de nettoyer le chien ou je ne sais quoi, quel est le plan en fait? Et là, on va travailler la planification. C'est-à-dire un plan, parce que comme on a travaillé en même temps l'aspect métacognitif, ça, la planification, on l'a travaillé avec l'enfant. On ne part pas dans une activité sans avoir un plan, parce que sinon on échoue. D'accord? Donc on définit un plan pour réussir cette mission. Voilà. On va encourager aussi la motivation de l'enfant par un système de renforcement, donc un système d'économie de jetons. C'est-à-dire que quand ta mission elle va être réussie, quand tu auras réussi ta mission, eh bien, tu vas gagner une bille ou un truc, voilà, et après tu pourras obtenir autre chose. D'accord? C'est des enfants, on parle de déficit attentionnel au niveau cérébral, ça atteint aussi tout ce qui est motivationnel, parce que voilà, circuit dopaminergique et tout ça, donc les enfants qui ont un trouble d'attention, souvent ont très faible motivation pour faire les choses. Donc il faut en passer par là. Voilà, et donc ce qui va se passer, c'est que peu à peu, l'enfant va intégrer sa mission et il va modifier son comportement à long terme. Et donc là, c'était juste pour vous montrer une petite image. Donc, on avait une mission habillage, donc la petite fille, elle avait gagné pas mal de billes. Elle avait fait avec sa maman une petite liste, avec pour une bille, j'ai le droit à ça, voilà. Alors, on choisit aussi des choses, on explique aux parents qu'on choisit des choses qui ne sont pas forcément matérielles. Ça peut être passer un temps avec papa ou maman, ça peut être une histoire en plus le soir, ça peut être ce genre de choses. D'accord? Et puis là, elle avait économisé, elle, pour le coup, parce qu'elle adore les livres de spirit, et puis elle avait pu choisir un livre spirit. Voilà. Et j'ai terminé. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je sais pas si ce sera après. Oui? Par contre, moi je me demandais parce que, en fait, pour les enfants qui ont des troubles du comportement, ils font comment? Oui, alors il faut me préciser un petit peu la question. C'est-à-dire, après, il y a des professionnels qui peuvent être à même d'aider, en fait, pour accompagner. Il faut accompagner les parents, il faut analyser
d'où vient ce problème de comportement et surtout comment il va se manifester. Et puis qu'on comprenne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'analyse fonctionnelle en fait. Hein, ce comportement, ce problème de comportement, dans quel contexte il survient, comment ça se manifeste et surtout qu'est-ce qui vient le renforcer. Parce que souvent quand il y a un problème de comportement, c'est qu'on a appris d'une manière ou d'une autre que ce comportement, ben, il avait tout intérêt à perdurer. Parce qu'un comportement qui n'a pas d'intérêt à perdurer, il s'éteint, on ne le met plus en place. Voilà, donc il y a des professionnels qui peuvent aider. Juste une question, est-ce que vous avez constaté une évolution dans votre spécialité au niveau de votre patientèle? Est-ce que vous avez pu développer certaines compétences? En fait, alors ça je l'ai pas, comme je savais que j'explosais le temps, j'ai retiré des slides. J'avais fait une slide sur justement qu'est-ce qu'un neuropsychologue. Un neuropsychologue, c'est quelqu'un qui se forme tout au long de sa carrière. Et moi, je fais plusieurs formations par an parce que ça évolue très très rapidement. Et puis, voilà, il ne faut pas se priver d'aller voir en fait des choses différentes, d'apprendre toujours. Quoi. Voilà. Donc effectivement, je ne fais pas la même chose. J'ai commencé en libéral, alors ça fait 20 ans que je suis neuropsychologue. Entre ma pratique d'il y a 20 ans et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et même j'ai commencé en libéral en 2016, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais en 2016. Et ça n'a rien à voir peut-être avec ce que je ferai. Voilà. J'espère, sinon je vais m'ennuyer. Merci. Voilà. Merci.